réunis dans cette salle pour assister à une conférence qui s'intitule l'histoire du pétrole. Alors pourquoi on fait cette conférence? Il faut savoir que l'homme de tout temps a cherché à modifier son environnement, soit pour survivre, soit pour avoir un confort plus important. Et physiquement, pour modifier son environnement, l'homme a besoin de deux choses. Il a besoin premièrement d'énergie et de matières premières. Alors il se trouve que la nature nous a offert un formidable cadeau qui s'appelle le pétrole. Et ce pétrole nous offre ces deux choses-là, c'est-à-dire l'énergie et la matière première. Par exemple, pour faire des matériaux plastiques. Et l'énergie, vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous brûlez l'essence, et en brûlant l'essence, vous récupérez l'énergie qui permet de faire avancer votre voiture. Alors, le pétrole est utilisé par l'homme depuis à peu près 1850 jusqu'à nos jours, et n'a jamais été autant utilisé qu'aujourd'hui. Et je pense qu'on a tous oublié ce qu'était un monde sans pétrole. Parce que la dernière fois que le monde était sans pétrole, c'était en 1850, et on peut parier que personne n'était présent en 1850 dans cette salle. Alors, le confort d'aujourd'hui, il est lié à l'utilisation du pétrole. Et c'est quoi le confort d'aujourd'hui? Eh bien, c'est par exemple de manger, donc de se nourrir, d'avoir un pouvoir d'achat qui a largement augmenté grâce au pétrole, de prendre également une retraite, parce qu'un jour vous pouvez peut-être espérer avoir une retraite, et aussi de diminuer le temps de travail, donc ça je pense que ça vous intéresse beaucoup, et aussi d'augmenter l'espérance de vie. Voilà ce que permet de faire le pétrole. Autrement dit, le pétrole n'est pas qu'une affaire de chimistes ou de physiciens, mais ça vous concerne forcément, et que l'histoire du pétrole est forcément liée aussi à la vôtre, même si vous n'êtes pas d'accord. Parce que ces choses-là sont liées par des lois de la physique, et les lois de la physique ne se choisissent pas, et même si vous les ignorez, les lois de la physique vont quand même s'appliquer. Donc cette conférence vous concerne forcément, même si vous n'avez pas envie. Alors, une autre raison pour laquelle on veut faire cette conférence, c'est que, vous le savez sans doute, que le pétrole est une énergie non renouvelable, et donc forcément, par définition, un jour, elle va disparaître. Et donc on a envie de vous mettre en garde, en tout cas les nouvelles générations, sur la forte dépendance de notre civilisation au pétrole. Voilà, alors cette conférence va essayer de répondre à quelques questions qui sont comment l'exploitation du pétrole a modifié notre monde en 150 ans, quel lien y a-t-il entre les conflits et le pétrole, et quel est l'avenir du pétrole, et enfin, le déclin du pétrole sera-t-il aussi le déclin de notre civilisation? Voilà quelques questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Voilà, alors pourquoi on fait venir une personne extérieure? L'histoire du pétrole est une longue histoire et on essaie de la résumer en 1 heure. Ce travail est colossal et donc nous enseignants on ne pouvait pas faire ce travail-là, donc on a délégué en fait cette mission donc à Francis Charpentier ici présent. Et puis il y a une autre raison, c'est que le sujet n'est pas que physique, parce que le pétrole il est réparti sur la surface du globe et donc forcément il est réparti dans l'espace et donc ça fait intervenir la géographie. Et sur ces espaces, vous avez des États qui ont aussi des histoires. Donc forcément, ça fait intervenir la géographie, l'histoire et aussi la politique, donc la géopolitique. Donc on a carrément ici une conférence qui est entièrement interdisciplinaire et donc il faut maîtriser tous ces champs pour comprendre l'histoire du pétrole. Voilà. Alors, quelques mots sur Francis Charpentier. Donc Charpentier était ingénieur qui a travaillé sur le déploiement des câbles sous-marins. Donc, les câbles sous-marins permettent d'échanger des grandes quantités d'informations entre les continents. Et dans ces câbles sous-marins, il y a quelque chose que vous avez étudié normalement en seconde. Voilà ce qui reste de 1 an de physique. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces câbles, à votre avis? J'ai cru entendre. Oui, Mathilde. Oui, il y a de la fibre optique dans ces câbles, voilà, que vous avez étudié normalement en physique. J'y pense avant de commencer la conférence et d'entrer dans le vif du sujet. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables. Et ce serait aussi sympa d'être attentif jusqu'au bout. La conférence est prévue pour 1 heure. Elle sera suivie de 1 demi-heure de questions. Naturellement, il n'y a pas de téléphone portable, ils sont forcément éteints et forcément vous ne les consultez pas et vous ne discutez pas avec votre voisin. C'est le principe de la conférence. Pendant 1 heure, on explique des choses qui sont complexes
donc il faut laisser le conférencier s'exprimer jusqu'au bout. Et seulement à la fin, vous pourrez poser des questions. Voilà le principe de la séance. Voilà. Donc je vous laisse accueillir Monsieur Charpentier sous applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci de cette invitation à parler de ce sujet passionnant. Oui, je me présente un tout petit peu plus. Je fais partie d'une association de bénévoles. Donc, moi, je fais partie des gens qui bénéficient du pétrole pour avoir une retraite, puisque ça fait 1 an que je suis à la retraite. Et depuis, donc je fais partie notamment de cette association qui s'appelle The Shifters. C'est du franglais, je le regrette, mais en fait, ça veut dire les personnes les transitionneurs, en fait, si je traduis mal en français. Et en fait, c'est une association de bénévoles qui soutient une association qui a pignon sur rue, qui s'appelle aussi, d'un nom franglais, The Shift Project, et ce qui veut dire le projet de transition, et sous-entendu le projet de transition énergétique. Donc nous sommes très sensibilisés à cette question-là, et nous voulons expliquer. C'est un sujet qui est très compliqué, et donc ces associations sont là pour expliquer de quoi il s'agit exactement. L'histoire du pétrole, en fait, vous avez compris que j'étais pas un spécialiste du sujet au départ, mais j'ai lu ce livre qui est épais, qui fait 800 pages, et dont voici la couverture, écrit par Mathieu Ozano, qui d'ailleurs par ailleurs est président de The Shift Project. Et ce livre se lit comme un roman, c'est un livre d'histoire, mais avec énormément de digressions sur la technique, sur l'économie, et même des digressions philosophiques par moments. Et donc je l'ai lu une première fois, et puis j'ai su que en fait, il y avait une demande pour faire ce type de conférence, donc j'ai levé le doigt, et je suis aujourd'hui devant vous, et donc je l'ai lu une deuxième fois, et je l'ai traduit en une 60aine de pages de notes, et en une 40aine de transparents que je vais vous présenter maintenant. C'est une gageure de tenir en 1 heure, donc il faut que j'arrête de perdre du temps comme ça, donc j'avance. Je vais d'abord essayer de le faire en plein écran, voilà. Donc on va prendre, on étudie une période qui va de 1850 à aujourd'hui, et donc qui est matérialisée par l'axe des X, là, si on peut dire. Et là, on a tracé sur cet axe l'évolution d'une quantité très importante liée au pétrole, qui est son prix, c'est une quantité économique. Alors il y a 2 courbes. Il y a la courbe noire, c'est la courbe du prix en dollars, donc c'est le prix aux États-Unis. Donc le prix en dollars, évidemment, avec l'inflation, c'était pas du tout la même chose en 1850, et c'est complètement aplati. Et donc en fait, on a fait la correction de l'inflation pour avoir le prix en monnaie courante. Donc en fait, c'est la courbe grise. Et donc là, on voit quand même tout de suite quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a des périodes d'instabilité avec le prix qui fluctue beaucoup, et une période de relative stabilité entre 1880 et 1970, donc 90 années, où le prix était relativement stable, et ensuite le prix s'est remis à fluctuer avec une petite période stable de 1985 à 2000-2002. Alors ça nous permet de nous positionner les uns et les autres sur cette histoire. Donc moi j'étais en 1956, donc là à peu près la crise de Suez, c'était l'année de ma naissance, et donc c'était une période, je veux dire, de prix complètement plat. Et on verra par ailleurs, c'était la période des 30 Glorieuses, une période bénie sur le plan économique, si on peut dire. Et donc vous, je pense que je ne me trompe pas si c'est vers 2002 ou par là, 2000-2002.
Et donc vous voyez que vous êtes à la fin, vous êtes né à la fin d'une période de relative stabilité pendant 15 ans des prix, qui assurait une certaine d'ailleurs croissance économique comme on le verra. Et mais en fait, voilà, ce que vous avez vécu maintenant, c'est plutôt une période de fluctuation. Donc en fait, c'est important, je pense, que vous compreniez ces enjeux. Et faire de l'histoire, ça permet d'avoir du recul. C'est vraiment très très important. Alors, le pétrole, bon, vous savez, je crois que vous avez vu la présentation, plutôt le film de C'est pas sorcier sur le pétrole. Et si vous l'avez vu, certains d'entre vous, en fait, vous savez déjà tout. Donc je ne vais rien vous apprendre sur le plan technique en tout cas. Et, mais bon, quand même une petite digression. Vous savez que le pétrole, donc c'est alors c'est un mélange de beaucoup d'hydrocarbures. Les hydrocarbures, donc c'est des molécules faites essentiellement de carbone et d'hydrogène. La plus simple, c'est le méthane, qui est en fait c'est un gaz. Et ensuite, on arrive, donc c'est du gaz naturel, comme on voit, CH4. Et puis après, on arrive dans vraiment les pétroles. Et en fait, il n'y a pas un seul pétrole, il y a toutes sortes de pétroles de qualité différentes et de viscosité différentes. Et on voit ici toute la couleur, une belle palette de couleurs de pétrole. Et ça dépend évidemment de la composition en termes de molécules. Comme c'est des mélanges de beaucoup de molécules différentes, les compositions peuvent être très très différentes. Et alors, à noter qu'il n'y a pas que du carbone et de l'hydrogène, il peut aussi y avoir du soufre, dont la molécule jaune, là. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, quand on fait l'exploitation de pétrole, il y a une phase de désulfuration. Bon, là, on va passer à l'histoire. Donc, en 1860, les premiers gisements ont démarré en Pennsylvanie, donc 1859, mais il ne faut pas oublier qu'il y en avait aussi en Roumanie, et un peu plus tard, en fait, il y a l'exploitation qui a commencé en mer Caspienne, à Bakou exactement. Aux États-Unis, en Pennsylvanie, c'était la ruée vers l'or noir. Alors, une petite question, est-ce que vous savez quand a eu lieu la ruée vers l'or tout court ? Oui, exactement, 1849, donc c'était 10 années avant. Et donc 10 ans plus tard, il y a une nouvelle ruée, c'est vers l'or noir ce coup-ci. Et il y a une similarité entre ces deux ruées, c'est qu'en fait il y a plein de gens qui se ruent pour aller accéder à la ressource, trouver de l'or en Californie, et du côté est, en Pennsylvanie, trouver de l'or noir. Et le problème, c'est que pour eux, c'est une aventure pas très heureuse, parce que en fait, ils sont très enthousiastes, et finalement, c'est pas ça qui va tellement assurer leur fortune. Il y a beaucoup de déconvenues, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, et il y a beaucoup d'erreurs qu'ils commettent. Et en fait, il y a des personnes qui tirent leur épingle du jeu. En Californie, par exemple, je crois que c'est quelqu'un qui vendait des outils nécessaires à faire l'or noir, alors, à chercher de l'or tout court, et cette personne est devenue très riche. Et ici, alors c'est un peu pareil. Alors d'abord, les technologies, du point de vue technologique, on trouve de l'or noir, mais en fait, il n'y a pas spécialement de progrès technologique. Ça, on a trouvé une ressource, on va se rouer dessus, et on utilise des technologies anciennes pour le forage et la distillation. Comme je vous l'ai dit, le pétrole, c'est en fait un liquide complexe, avec beaucoup de composés à l'intérieur, et donc en fait, pour en extraire un liquide utilisable, il faut un liquide plus pur, et donc on procède par distillation. Les premiers usages, c'était pas du tout mettre dans la voiture, ça n'existait pas à l'époque, ou dans l'avion. C'était des usages non énergétiques, donc le graissage des machines, très important, hein. La machine à vapeur existait déjà, elle avait été inventée à la fin du XVIIIe siècle, et donc ces machines ont besoin d'être lubrifiées. Et l'autre application, c'est l'éclairage, donc les lampes à pétrole. Donc le liquide utilisé, c'était le pétrole lampant.
Alors cette période, je vous l'ai dit, est chaotique parce qu'il y a une ruée. Alors tout le monde se met à produire, il y a une surproduction, et puis ensuite tout le monde épuise les puits qui sont forés, qui sont des puits très peu profonds d'ailleurs, et donc s'ensuit une période d'épuisement des ressources. Donc ça fluctue beaucoup. À cause de cela, les prix fluctuent également beaucoup, puisqu'il y a des périodes d'abondance et des périodes de pénurie. Et puis, par conséquent, les personnes elles-mêmes font des fortunes et ensuite font des faillites. Et on se trouve donc au début de la courbe temporelle. Et donc vous voyez effectivement à cette époque-là, le prix fluctuait beaucoup. Alors il y a un monsieur, John D. Rockefeller, qui a vécu très longtemps, 90 ans je crois, et qui est arrivé, et qui a mis de l'ordre là-dedans, de l'ordre économique, et qui est devenu extrêmement riche, un mania du pétrole. Il s'est posé la question comment structurer cette nouvelle industrie du pétrole. Et en fait, sa réponse, c'est de se placer en aval de l'industrie, c'est-à-dire pas à la production même, mais juste après au raffinage, donc la distillation du pétrole. À l'époque, c'était par distillation. Et donc, il a créé un monopole de raffinage de façon à stabiliser l'économie. Bon, je vous passe, il a recouru à des pratiques blâmables du point de vue de la libre entreprise, de la libre concurrence, mais le résultat, c'est une stabilisation des prix, et alors il est quand même tombé à un moment donné sur un os, c'est que les gisements de Pennsylvanie sont mis à baisser, et à baisser sérieusement, donc à s'épuiser. Et ça a commencé en 1881, donc une vingtaine d'années après la ruée. Et donc, jusque-là, Rockefeller, donc, qui avait créé sa compagnie, la Standard Oil, voulait rester sur le raffinage, un point c'est tout. Mais là, il a compris que quand même, il y avait des problèmes et qu'il fallait assurer aussi la production. Et à ce moment-là, donc, il avait déjà 90% du raffinage en 1877, mais à partir de 1880, il décide, oui, je vais aussi investir dans la production. Et donc, il investit massivement et il contrôle déjà 25% des puits de production en 1891. Alors, c'était un monopole, c'était mal vu aux États-Unis. Il y en avait d'autres aussi, hein, d'autres cartels sur les transports, les chemins de fer, etc. Et en 90, il y a une première loi antitrust. Donc les trusts, en fait, c'est en fait des sociétés qui masquent en fait le fait qu'elles sont ensemble et qu'elles ne sont pas en concurrence, mais qu'en fait elles sont ensemble en cartel. Mais cette loi en 90 est peu efficace. On l'appelle la loi Gruyère en anglais Swiss Cheese. Et ensuite, par ailleurs, Rockefeller étant tellement riche, il a réussi à créer des banques et il a investi dans beaucoup d'autres activités économiques. Et en fait, il y a une crise en 1994 et l'État américain se tourne vers quelqu'un, je ne me souviens plus qui c'est d'ailleurs, mais qui se tourne tout de suite vers Rockefeller pour lui demander de sauver la mise et en fait d'injecter plein d'argent. Ce qu'il fait avec sa National City Bank. Donc il sauve l'économie américaine, et à ce moment-là, bon, on se dit on ne va pas lui chercher noise, on va le laisser prospérer. Mais néanmoins, en 1907, donc 17 ans après la loi Sherman antitrust, il écope d'une énorme amende. Donc là, en fait, les procédures judiciaires arrivent finalement à se concrétiser. Et le problème, c'est que c'est tellement énorme comme amende que ça fait chuter la bourse et les actions de toutes les entreprises. C'est une nouvelle crise. Et donc l'État américain, une nouvelle fois, se tourne vers Rockefeller pour lui demander de sauver l'économie américaine. Ce qu'il fait, et puis l'amende, ma foi, il a sauvé l'économie américaine, on annule l'amende. Alors en fait, ce mouvement de démantèlement aboutit en 1911. Et donc la grosse Standard Oil va être démantelée en petites compagnies qui vont grossir, vous allez voir, et en 37 compagnies. Mais ces 37 compagnies, en fait, elles vont continuer à s'entendre entre elles de manière masquée. Donc, par exemple, ici, on a
la Standard Oil of New York, Socony, qui ensuite s'est appelée Mobil plus tard. Et à droite, il y a le logo de la Standard Oil of New Jersey, c'est pas marqué New Jersey, mais c'est la future Exxon qu'on connaît aujourd'hui. La Standard Oil of Ohio, ça a donné la future Amoco. Vous vous souvenez peut-être, il n'est pas encore né, mais il y a eu la marée noire de l'Amoco Cadiz, moi je m'en souviens. Et la Standard Oil of Californie avec les chevrons, c'est devenu la future Chevron. Alors, on va parler un peu de progrès technique. Je regarde un peu l'heure. Oui. Progrès technique. Donc, il y a eu quand même des progrès techniques au départ, mais ils ne sont pas tellement venus des États-Unis, mais plutôt de l'Est, de la Roumanie et de la Russie. Alors, les Russes ont inventé les bateaux qui transportent le pétrole, donc maintenant on a des tankers modernes. Ils ont aussi inventé, donc ça c'est les frères Nobel, parce qu'en fait il y a eu des frères Nobel qui en fait ont investi dans le pétrole en mer Caspienne. Et donc ils ont inventé le pipeline, et le premier qu'ils ont déployé, relié donc la mer Caspienne à la Russie. Et puis les Roumains, en Roumanie, les Roumains ont inventé donc la distillation, en fait, le raffinage, c'est la distillation à pression atmosphérique. Donc je pense que vous avez dû étudier les colonnes à plateau, le fait qu'on injecte le pétrole très très chaud en bas de la colonne et en fait que ça monte, et que ça permet par distillation de séparer tous les composants. Et autre chose très importante, en 91, il y a un Russe qui trouve comment craquer les molécules encore un peu lourdes avec beaucoup de carbone et de H, et d'en faire des molécules d'hydrocarbures plus petites, donc par craquage thermique, donc en utilisant la température. Donc ça ressemble aussi aux colonnes à plateau, c'est un peu plus gros. Et tout ça est très important parce que c'est grâce au craquage qu'on peut produire de l'essence pour les moteurs. Donc à ce moment-là, les nouveaux usages étaient donc les nouveaux usages énergétiques, oui. Donc tout simplement, on brûle pour chauffer. Et donc là, c'est un substitut au charbon. Et il y a aussi les explosifs, c'est un usage énergétique. Donc c'est à partir de pétrole qu'on a la nitroglycérine et le trinito, le TNT. Et il y a des usages aussi chimiques, dans des usages non énergétiques, qui sont extrêmement importants pour notre économie moderne et qui commencent déjà à ce moment-là. Autre rupture technologique, donc on invente donc le noir, je crois que c'est un Belge en 1860 et un Allemand, Otto en 64. C'est le moteur donc à combustion interne et à allumage commandé. Donc voici un exemple à 2 temps, de fonctionnement à 2 temps. Donc si vous regardez bien, tous les 2 temps, il y a la bougie qui envoie une étincelle et qui fait exploser le carburant, enfin le mélange carburant-air. Et vous avez la version à 4 temps, et là si vous observez bien, c'est tous les 4 temps du piston qu'il y a un éclairage, enfin une étincelle de la bougie. Donc ça, c'est la première version de moteur, et on verra, ça ne va pas être mis en application tout de suite. Et il y a un autre ingénieur allemand, Diesel, qui trouve la même chose, le moteur à combustion interne, mais sans allumage, donc sans bougie, simplement avec une hypercompression du mélange. Et donc il y a en fait une explosion spontanée. Alors, les premières automobiles, ça arrive un certain temps après ces inventions. Et donc c'est une mise en place de l'industrie carrément. Et l'industrie se met en place en 1903. Les premières productions arrivent aux USA et en Europe. Et 10 ans plus tard, on produit déjà 500 000 voitures aux USA. Donc voici un exemple de la Ford T. Et puis 45 000 en France, évidemment partout ailleurs en Europe. Où est-ce qu'on en est pour les gisements en 1900? Eh bien, on a découvert du pétrole ailleurs aux USA. Et donc, on en a découvert en Californie, en Oklahoma, au Texas. Et j'ai pas mis tous les points, hein, aussi en Ohio d'ailleurs. Et on en a découvert. Alors ça, c'est les Anglais. Ils ont découvert du pétrole en Birmanie.
très important pour eux, et en 86. Et puis, alors là, c'est les anglo-hollandais, plutôt les hollandais, c'est la Shell, c'est le démarrage de la compagnie Shell, c'est en Indonésie. Ils découvrent du pétrole à Sumatra. Arrive la Première Guerre mondiale. Alors là, le pétrole est devenu vraiment très important parce que ça, c'est comme l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est l'énergie. C'est l'énergie mécanique avec les moteurs, les automobiles. Et maintenant, on invente le char. Et en fait, c'est les Anglais et les Français qui inventent le char d'assaut. Mais les Anglais et les Français n'ont pas de pétrole. Ils avaient des idées, mais pas de pétrole à ce moment-là. Et c'est toujours les USA qui avaient le pétrole. Et le pétrole, pour la guerre, vient de l'allié américain. Grâce à ça, les Alliés ont le dessus sur leurs ennemis, sur les Allemands essentiellement. Et mais à la fin de la guerre, attention, il y a un petit phénomène bizarre, il y a un boom économique aux USA, le boom automobile. Ils utilisent de plus en plus de pétrole pour l'économie américaine, pour leur consommation interne. Et en même temps, il y a la guerre en Europe. Et à un moment donné, tout simplement parce que le pétrole se vend aux USA, mais il n'y en a plus assez pour l'emmener à la guerre en Europe. Et Clémenceau appelle les Américains à l'aide à ce moment-là, il tire le signal d'alarme. Et donc voici Clémenceau à droite. Et il y a une phrase de lui à cette époque: l'essence est aussi nécessaire que le sang dans le sort des batailles de demain. Donc ça, c'est vrai pour la Première Guerre mondiale et à partir de là pour toutes les guerres. Donc les Anglais et les Français ont vu que c'était stratégique d'avoir un contrôle du pétrole. À ce moment-là, il n'y a que les Américains et les Russes qui en ont, et puis les Roumains aussi. Et donc les Anglais savent qu'il y a du pétrole en Irak. À l'époque, ça ne s'appelait pas l'Irak, mais la Mésopotamie. Et à l'époque, c'était contrôlé par les Turcs, l'Empire turc. Donc les Anglais mettent en œuvre un plan pour mettre la main sur ce pétrole. Et donc ça commence par chasser les Turcs. Et donc il y a Laurence d'Arabie, dont on voit... En fait, c'est un Anglais, c'est pas un cheikh arabe, mais il a pris les habits du cheikh arabe. Et il accompagne les tribus arabes autour de la Mecque pour faire la guerre contre les Turcs et les chasser. Et donc c'est passionnant. De lire ce livre m'a amené à commencer ce livre qui s'appelle Les 7 piliers de la sagesse de Laurence d'Arabie. C'est un livre également de beaucoup de centaines de pages, mais en fait c'est passionnant. Et si vous avez l'occasion un jour dans votre vie de le lire, je vous le recommande. Enfin, toujours est-il que les Anglais les aident à se libérer des Turcs en 1918 et donc arrivent à mettre la main sur la Syrie et l'Irak. Et donc ils vont créer un État qui s'appelle l'Irak, qui n'existait pas avant, qui est un État artificiel créé pour permettre l'exploitation sereine du pétrole. Et donc ils créent aussi une compagnie qui s'appelle l'Iraqian Petroleum Company, IPC. Et enfin, ils vont partager ça avec les Américains et les Français, donc ceux qui ont gagné la guerre. Et donc à cette époque-là, les Français ont créé la Compagnie française des pétroles, la CFP, qui a donné ensuite naissance à celle qu'on connaît. Et donc la CFP avait 25% de la compagnie IPC à l'époque. Et il y a eu un accord, ils ont tracé une ligne rouge, ils ont dit tout le pétrole qui sera trouvé à l'avenir à l'intérieur de cette ligne rouge sera partagé à 50% entre les Anglais, 25% les USA et 25% les Français. Et c'est le Red Line Agreement 1928. À noter aussi que les Anglais ont aussi découvert du pétrole en Perse, c'est-à-dire l'Iran d'aujourd'hui, et aussi au Koweït. Donc il y a un petit... le Koweït,
entre l'Irak et le Qatar, il y a un petit bout de territoire là, au bout du Golfe, c'est le Koweït. Bon, c'est pas très bien dessiné, hein, mais voilà, ça c'est très important. La Perse et le Koweït vont rester sous le contrôle des Anglais. Alors, après la guerre, c'est vraiment le boom économique. La photo de gauche, c'est Los Angeles en 1928. Donc il y a une forêt de derrick pour puiser le pétrole californien. Et en fait, les gens sont très contents et ils se baignent sur les plages de Los Angeles. À l'époque, les gisements de Pennsylvanie sont épuisés, mais en fait, les USA mettent en œuvre tous les nouveaux gisements qu'on a trouvés, donc également les gisements d'Oklahoma et du Texas. Il y a Rockefeller, évidemment, qui est plus riche que jamais, et donc qui montre sa puissance en bâtissant plein d'immeubles. Et il y a le fameux Rockefeller Center qui se visite quand on visite New York, c'est à New York. En fait, c'est un très beau un ensemble de bâtiments que voilà, et qu'il a mis 12 ans à construire, mais c'est le symbole de sa puissance. Alors si on regarde les gisements, donc tout ça c'est les gisements qu'on a déjà vus, et à ce moment-là on découvre aussi du pétrole au Mexique et au Venezuela. On en découvre, donc on a vu qu'en Irak on en avait découvert, donc on le met en production en 1925. Les Anglais en ont découvert en Perse, c'est-à-dire en Iran. Et on se trouve à peu près à cet endroit-là, donc la période des années 20-29, qu'on voit que c'est une période où le prix est très stable, comparé à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et arrive la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Allemands ont compris qu'ils n'avaient pas de pétrole et que c'était stratégique. Donc il y a vraiment un vrai problème, mais ils vont faire la guerre, ils sont belliqueux. Et donc il y a l'axe Allemagne, Italie, Japon qui se prépare à la guerre. Et donc la théorie pour réussir cette guerre, c'est que ce soit une guerre rapide, une guerre éclair, blitzkrieg. L'idée, c'est qu'il faut vaincre rapidement pour éviter de consommer beaucoup de carburant. Et ensuite, une fois qu'on a vaincu, eh bien, on pousse plus loin et on va jusqu'au champ de pétrole pour mettre la main dessus. Donc ils voulaient mettre la main sur les champs russes à la mer Caspienne, à Bakou, sur les champs anglais en Irak, et les Japonais, eux, voulaient mettre la main sur les champs en Indonésie. Alors, pour les Allemands, c'est bloqué en 1943 Stalingrad, c'est sur la route de Bakou, mais en fait ils sont bloqués, et donc c'est la défaite de Stalingrad pour les Allemands. Ils n'arriveront jamais à prendre le contrôle de ce pétrole-là. Ah, il faut quand même savoir qu'ils avaient quand même le pétrole de Roumanie. Donc ils avaient quand même quelques puits de pétrole, les Allemands. Alors, la guerre s'est déroulée comme ça. Donc, dans cet enjeu pétrolier, l'avantage était quand même côté allié, côté États-Unis, qui avait toute la puissance pétrolière, c'était la première puissance pétrolière. Mais ils avaient aussi des technologies. Donc, notamment pour les batailles aériennes et la bataille d'Angleterre, qui est une bataille aérienne, eh bien, ce qui a fait la différence sur le plan technologique, c'est que les Anglais avaient un carburant qui était de meilleure qualité et qui résistait bien mieux à l'explosion, à l'enflammement spontané. Les Allemands n'avaient pas ça. Ils avaient un meilleur indice d'octane et donc ils arrivaient donc à faire voler les avions mieux que les Allemands. Et les Allemands avaient ce problème technique. Alors il y a Rommel en Libye qui se bat contre les Anglais. Et en fait, qui est c'est un sacré chef guerrier, un sacré général. Il a failli gagner plusieurs fois, mais donc les Français ont aidé les Anglais. Les Français à Bir Hakeim, il y a une station de métro à Bir Hakeim, c'est la bataille à cette époque-là, en 1942. Et puis, juste après, les Anglais arrivent à arrêter les Allemands à El Alamein. Et ça, c'est vraiment le blocage des Allemands. Et les Allemands n'arrivent pas à progresser vers les champs de pétrole par l'Afrique. Alors,
on a vu qu'ils étaient bloqués à Stalingrad en 1943, mais ils ont essayé aussi d'aller directement vers les champs d'Irak. Ils avaient mis la main sur la Grèce, et de la Grèce, ils voulaient aller jusqu'en Irak, mais en fait, là aussi, ça n'a pas fonctionné. Donc, après, gros problème. Donc, en 1944, les Allemands étaient quand même très très forts sur le plan technologique. Ils étaient les maîtres de la carbochimie, et donc ils savaient, ils avaient la baguette magique pour transformer le charbon en pétrole. Vous imaginez? Et donc ils avaient des usines à produire du carburant, pas du pétrole, mais de l'essence à partir de charbon. C'était ça consomme beaucoup d'énergie. Hein. C'est pas rentable au niveau énergétique, mais quand on veut faire la guerre et qu'on n'a rien d'autre, eh bien on peut faire ça. Mais comme les Alliés avaient la suprématie aérienne, ils pouvaient bombarder, et donc en 1944, il y avait la campagne de bombardement des usines de fabrication de pétrole synthétique allemand. Et puis, comble de malheur pour les Allemands, il y a l'épuisement du gisement du pétrole en Roumanie, et comme ça, il y a la croix sur cette ressource, et donc les Allemands se trouvent vraiment sans pétrole, et ce qui va précipiter leur défaite. Quant aux Japonais, donc eux, leur stratégie, c'est de mettre la main sur Sumatra. Donc d'abord, ils font diversion, ils attaquent les Américains à Pearl Harbor en 1941, et tout de suite, dans le mois d'après, donc Pearl Harbor, c'était décembre 1941, et tout de suite après, un mois après, ils mettent la main sur Sumatra en 1942, janvier 1942. Mais c'est quand même très loin de leur base, et donc les Américains, qui sont une puissance économique énorme et militaire, vont harceler notamment les tankers pétroliers en 1942-1944, et puis ils vont bombarder les villes, et donc au final il y a la bombe atomique, mais ils n'avaient même pas besoin de ça, puisque déjà ils avaient mis le Japon à genoux. Une fois donc la Deuxième Guerre mondiale passée, je regarde mon heure, je crois que je tiens à peu près le temps, donc les Américains, évidemment, comme tout le monde à l'époque, ont compris le pétrole, c'est stratégique. Mais ils avaient une carte dans leur jeu, ils savaient qu'en Arabie Saoudite, il y avait des ressources absolument énormes, beaucoup plus grosses que partout ailleurs. Et on avait découvert ça en 1938, c'était deux sociétés américaines, là, Standard Oil of California, SoCal, et une autre compagnie, Texaco. Et donc, il y a un monsieur qui avait donc statut de ministre, X, et qui était le chef de la Petroleum Administration of War. Donc on comprend, effectivement, c'est stratégique. Donc il y a une administration qui est dédiée au pétrole pendant le temps de la guerre. Et donc X comprend que c'est stratégique de mettre la main sur le pétrole de l'Arabie Saoudite. Et il convainc Roosevelt, le président de l'époque, qui met en priorité ça sur la politique américaine. Et donc, juste après Yalta, Roosevelt fait étape en Égypte, sur un bateau. Ici, ça c'est un bateau de février 1945, et juste avant de mourir, parce qu'il est malade, donc 3 mois avant sa mort, il voit le roi Saoud d'Arabie. Enfin, c'est un roi d'une des tribus d'Arabie, parce que c'était... En fait, ce qui est intéressant avec le bouquin de Lawrence d'Arabie, c'est qu'on comprend en fait que c'était beaucoup de tribus qui se chamaillaient entre elles, et qu'en fait à ce moment-là, ils ont fédéré finalement les tribus. Et donc, il voit le roi Saoud en février 1945, et il est très habile. Les Anglais, Churchill, avec son cigare, les prend de haut. Quand le roi Saoud lui demande d'arrêter de fumer son cigare parce que ça le dérange, Churchill continue de fumer son cigare, ce qui est maladroit. Enfin bon, ils ont une attitude, je dirais, encore de colonialiste, les Anglais. Les Américains, pas du tout, ils caressent dans le dos, ils sont habiles. Et donc Roosevelt a été très habile, et grâce à ça, en fait, le roi Saoud est d'accord pour que les compagnies américaines créent l'Aramco, compagnie qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs, et pour exploiter le pétrole en Arabie Saoudite. Alors attention, il y a un bug, c'est que en fait il y a la ligne rouge,
et l'Arabie Saoudite est à l'intérieur de la ligne rouge. Donc, normalement, les Américains doivent partager avec les Anglais et les Français. Et en fait, ils ne veulent pas partager. Donc, les Américains écartent les Anglais et les Français, et De Gaulle est vraiment pas du tout content. Mais bon, il est obligé d'accepter les compensations. Donc, en fait, il y a des compensations que je ne me souviens plus très bien quoi, mais il y a des compensations pour que l'Angleterre et la France renoncent à leurs droits au titre de l'accord de la ligne rouge. Donc le pétrole saoudien, ça va devenir, son exploitation va devenir l'apanage des Américains. Alors les Américains sont les maîtres du jeu, ils continuent ailleurs, ils continuent en Iran. Donc l'Iran, c'était quand même l'apanage des Anglais à l'époque, mais en fait il y a des troubles, les Iraniens n'aiment pas beaucoup les Anglais, et Mossadegh, c'est le Premier ministre, c'est la première photo en haut à droite, et il décide de nationaliser la compagnie anglaise, Anglo-Prussian Company, qui est la compagnie qui donnera naissance ensuite à la British Petroleum, la BP qu'on connaît aujourd'hui. Les Anglais, bon, ils sont furieux, ils font un blocus tout de suite. Les Américains sont habiles, ils jouent les conciliateurs, finalement, ils jouent sur du velours. Et à un moment donné, le ministre Mossadegh est pris d'accès d'autoritarisme, donc il n'est plus tellement bien vu j'allais dire de ses sujets, mais non, de ses citoyens et de ses électeurs. Et donc les Américains, c'est la CIA en douce, accélère la chute de Mossadegh. Et à ce moment-là, donc il y a le Shah d'Iran, bien sûr, hein, le roi, en quelque sorte. Et donc le Shah autorise la création la reconversion de la compagnie de la manière suivante. Seulement 40% aux Anglais. Donc les Anglais sont perdants. Ils n'ont pas tout perdu, mais beaucoup. 40% pour les Anglais, donc c'est les Américains, les grands gagnants. Mais alors, bon, au titre quand même, parce que c'était aussi les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, je ne sais plus très bien quel titre, mais bon, les Français sont aussi, ils ont 6%, ce qui est appréciable, et la compagnie Shell à 14%. Les Américains continuent de maîtriser le jeu. En 1956, donc année de ma naissance, il y a les Égyptiens veulent nationaliser le canal de Suez. Le canal de Suez, c'est vachement important. C'est la route, tous les tankers passent par le canal de Suez. Et donc si on bloque le canal de Suez, c'est très embêtant pour transporter le pétrole. Donc les Français et les Anglais veulent intervenir et interviennent, mais en fait ils ont tout le monde contre eux, ils ont tous les pays arabes bien sûr, ils ont aussi la Russie, hein, c'est-à-dire l'URSS à l'époque, et les Américains lâchent les Anglais et les Français, donc ils ont tout le monde contre eux, ils sont obligés de plier bagages de façon honteuse. Et les Américains donc, restent maîtres du jeu, c'est les partenaires de confiance des pays arabes. Ils poussent leurs avantages. En Irak, ils soutiennent l'arrivée de Saddam Hussein, donc la deuxième photo, en Irak. Et puis en Indonésie, en 1965, l'arrivée de Suharto, donc la dernière photo. Et tout ça, c'est des régimes autoritaires, bien sûr. On se trouve donc à cette époque, on est toujours dans le grand plat, et donc la stabilité des prix, à peu près $2 le baril. Alors, maintenant va arriver toute une nouvelle partie de cette histoire. C'est la lente prise de pouvoir par les pays producteurs. L'OPEP, ça veut dire l'organisation des pays exportateurs de pétrole. EPC, exportateurs de pétrole. Donc il y a deux personnages remarquables qui sont Abdullah Al-Tariki et Pérez Alfonso, donc un Saoudien et un Vénézuélien. Et ils créent l'OPEP en 1960, c'est les deux personnes qu'on voit là-haut. Et donc l'OPEP, c'est tous les pays en vert qu'on voit sur la carte. Et bon, c'est quelques temps plus tard, là, hein. C'est pas juste à la création. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 10 ans, l'OPEP s'est créé, mais n'a pas tellement le pouvoir. Le pouvoir reste aux acheteurs. Pourquoi ? Parce que c'est une loi économique. En gros,
il y a les producteurs et les acheteurs. Si en fait il y a un excès de production, les producteurs se bataillent entre eux pour vendre, et donc le pouvoir est du côté des acheteurs. Et à cette époque-là, en fait, il y avait une grande abondance de production de pétrole, donc le pouvoir n'était pas chez les pays producteurs, mais chez les acheteurs. Et donc ils sont symbolisés par les 7 compagnies, là, les Seven Sisters, les 7 sœurs, qui sont les 7 plus grosses compagnies, donc 5 américaines et une anglaise et une anglo-hollandaise. Et voilà, donc ce qui explique que le prix est resté stable encore. Et il y a même eu la guerre des 6 jours qui a vraiment fâché les pays arabes. Il y en avait un grand nombre dans l'OPEP. Donc ces pays décrètent l'embargo en 1967, mais en fait c'est un pétard mouillé. Cela fait le jeu des autres membres non arabes de l'OPEP, donc notamment du Venezuela et puis de l'Iran, et donc qui vont continuer à vendre sur le marché, et ce qui fait que les prix ne sont pas impactés. Néanmoins, c'est quand même un problème politique, et à ce moment-là, les États-Unis commencent à chercher à se ménager, et donc font des mouvements dans le sens des pays arabes. Et par exemple, Nixon, président américain en 1968, demande à Israël de se retirer des territoires occupés. La guerre des 6 jours, c'est la guerre entre Israël et ses voisins, pays arabes voisins. Voilà, on va continuer. C'est très chargé comme histoire. Mais le pouvoir va basculer vers l'OPEP, lentement et sûrement, et tout d'un coup, brutalement, Kadhafi, en 1969, arrive au pouvoir en Libye. Il expulse le roi Idriss de Libye. Et tout de suite, donc on voit sa photo tout en haut, là, et il exige une augmentation importante des royalties versées par les compagnies pétrolières qui opèrent en Libye. Et très vite, l'ensemble des pays de l'OPEP suivent dans son sillage, ils poussent leur avantage. Donc à cette époque-là, l'Algérie et l'Irak vont nationaliser les compagnies pétrolières qui opèrent sur leur sol, et les autres pays, comme l'Arabie Saoudite, vont augmenter leur participation dans les compagnies. Donc c'est un mouvement de fond, et sur lesquels finalement les pays occidentaux ont du mal à résister. Mais alors, en fait, il y a un autre problème, et plutôt c'est ça le vrai problème. C'est qu'en fait, il y a une telle consommation de pétrole à ce moment-là que tout d'un coup, là, on s'aperçoit que la production n'arrive plus à suivre. C'est-à-dire que le pouvoir est aussi en train de basculer des acheteurs vers les producteurs. Maintenant, il y a trop de personnes qui veulent acheter du pétrole, et finalement, les producteurs n'arrivent pas à satisfaire cette consommation. C'est vraiment à cause de ça que le pouvoir bascule. Et lié à ça, il y a le pic pétrolier de production en 1970. Ce pic avait été annoncé par un ingénieur pétrolier qui s'appelle Huber, qui a donné son nom au pic, d'ailleurs à l'ensemble des phénomènes de pic pétrolier, les pics de Huber. Et en fait, les gens voulaient pas qu'il en parle en 1956, pas du tout. Ils voulaient lui rabattre son claquet. Mais en fait, finalement, en 1970, ce pic arrive, tout le monde l'observe, et si bien que Nixon, dont on voit la photo, président américain, d'ailleurs il y a un film qui vient de sortir, mais c'est une autre affaire sur Nixon, mais c'est quand même, c'est très intéressant, comme c'est la fin de la guerre du Vietnam aussi. Mais enfin, pour ce qui est du pétrole, en 1971, Nixon décide d'augmenter. Alors jusque-là, les importations de pétrole aux États-Unis restaient à 6% et pas plus. Mais en fait, avec 6%, c'était impossible de satisfaire la consommation américaine. Donc Nixon débloque ce règlement des 6% et il libère les importations de pétrole aux États-Unis. Donc maintenant, elles vont augmenter beaucoup. Et il fait aussi autre chose, il met fin à... alors ça c'est une histoire monétaire, c'est qu'en 1944 à Bretton Woods, il y avait un accord monétaire comme quoi
le dollar serait notamment indexé sur l'or et serait convertible. Donc les gens pouvaient changer leur dollar en or. Et donc il met fin à cela et il met en œuvre le système des taux de change flottants qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les monnaies fluctuent les unes par rapport aux autres. À l'époque, ce n'était pas le cas. Les monnaies avaient des valeurs fixes et en fait, pour changer une valeur de monnaie, il fallait procéder à une dévaluation ou à une réévaluation. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que, en fait, il a de plus en plus de besoins d'acheter. En fait, la valeur du dollar va baisser. Donc, il aménage le système monétaire pour que la valeur du dollar puisse baisser contre les autres monnaies. Et il favorise aussi techniquement et économiquement le pétrole en mer.